Je vous raconte comment j'ai été congédié de mon emploi d'éducateur auprès des jeunes dans une ressource suite au fait que j'ai remis en question l'absence de diagnostic psychiatrique d'une jeune qui était hébergée dans les services. Je vous explique. Un matin, j'arrive là, dans cette unité-là, puis je vois une jeune qui a le visage couvert de sang. Bonsoir Pierre-Marc. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de Théovox Sexualité. Bonsoir Martine. Salut. Vraiment content de te retrouver également ce soir Martine. Merci aussi d'avoir fait le lien entre Théovox et Pierre-Marc et d'avoir permis cette entrevue, puis aussi d'avoir accepté de pouvoir la commenter avec nous ce soir par la suite. Pierre-Marc, tu es éducateur auprès des jeunes et ton histoire a fait le tour du web en très peu de temps. Tu parlais de combien de visionnements? On parlait un petit peu de ça hors d'onde tantôt. Un petit peu plus que 80 000 maintenant. Là. Wow! Est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'impact que ça? Jamais. Non. Je m'étais dit ça peut être vu par quelques centaines de personnes en dehors de mon cercle d'amis communs. Ouais. Je me suis dit, tant mieux. Là. Mais non, je pensais jamais que ça pouvait avoir cette portée-là. Là. Oui, c'est assez phénoménal, tout à fait. Ouais. Peux-tu nous expliquer l'histoire, les circonstances et les raisons qui ont mené à ton congédiement? Oui, donc je travaillais comme éducateur occasionnel dans cette ressource-là. Quand tu dis ressources, tu entends quoi par ressources? C'est un centre? C'est un hébergement pour les jeunes? C'est un centre de jeunesse? Oui, bien c'est ça. Je vais rester un peu vague, là, mais oui, effectivement, les jeunes étaient hébergés sur place. Donc, j'arrive là ce matin-là, puis je vois une jeune au lever qui a le visage couvert de sang. C'est des blessures qu'elle se fait dans le nez avec ses doigts, puis ensuite elle répand son sang dans le visage, elle dessine sur le mur avec. Par la suite, on l'a entendu se cogner la tête à peu près à ce rythme-là, comme j'expliquais dans la vidéo, à répétition. Puis là, j'entendais certaines éducatrices présentes qui disaient « Bon, si elle continue de nous faire chier, on va la sortir. » Ça, on va la sortir, ça veut dire que les agents d'intervention sur place sont appelés. Ils sont là ici pour l'escorter à une unité de retrait. Et là, parfois par la force, c'est nécessaire, parfois non. Et je l'ai vue se déplacer, là, elle marchait sur le bout des pieds comme un lutin pour s'y rendre. Quand tu parles d'unité de retrait, est-ce qu'on parle de la salle d'isolement? Ça serait-tu l'équivalent? C'est des locaux, c'est des chambres qui ont une petite fenêtre là, sur les portes, là, mais... Oui, c'est ça. C'est un local, normalement, qui est conçu pour faire réfléchir les jeunes qui perturbent le climat de l'unité sur laquelle ils vivent. Là, comme tu dis, ils sont à marcher sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, comme pour ne pas faire de bruit. Moi, j'ai qualifié ça comme un lutin. Ouais. C'est un peu... en tout cas, très bizarroïde. Par la suite, parce que moi, j'avais lu le dossier entre-temps et tout ça, et elle ne s'alimentait plus. Elle mangeait seulement 2 aliments depuis quelques mois. Elle refusait de manger quoi que ce soit d'autre. Elle se faisait vomir si elle mangeait quoi que ce soit d'autre. Wow. Elle avait arrêté de se laver depuis plusieurs mois aussi. Elle était dans un état... Elle se donnait une petite voix au perché. Elle regardait plus trop dans les yeux. Elle marmonnait même le front contre le mur. À elle-même, c'était pas perceptible. C'était toutes sortes de comportements bizarroïdes. Et là, tu constates que tes collègues sur place... et en plus, ce qu'il faut mentionner, c'est que cette jeune-là avait été évaluée en hôpital psychiatrique par un spécialiste. Et ce qui en est ressorti de ça, d'une évaluation de 10 jours, ça a été le diagnostic, ou plutôt l'absence de diagnostic, c'était une tentative de contrôle extrême sur l'adulte. Écoutez, en centre jeunesse, là, des jeunes qui essaient de manipuler pour obtenir des faveurs, qui essaient de passer par derrière, puis tout ça, il y en a là comme ça. Là. Puis ils s'y prennent pas comme ça, j'imagine. Ils se rendent jamais à des comportements ou des symptômes comme ça. Puis c'est ça, c'est moi ce qui me scandalise, c'est l'absence de sens critique face à une évaluation comme ça de mes collègues éducateurs sur place cette journée-là. J'ai été à peu près le seul à trouver que ça n'avait pas de bon sens, mais ils y voyaient tous un comportement ou des attitudes volontaires de sa part qui reflétaient un exercice mental raisonnable. Puis moi, dans mon cas, tout de suite, c'était à sa face même, ça n'avait aucun sens de voir ça, et je voulais surtout pas me faire solidaire de ça. Non. Non. Peux-tu nous partager les raisons qui t'ont poussé à remettre en question
les diagnostics qui avaient été posés sur la jeune fille par, j'imagine, soit des collègues ou même des supérieurs? Oui, bien, c'est parce que, en fait, c'est que depuis longtemps, moi, j'écoute certaines petites conférences sur la psychiatrie comme telle, puis les différentes écoles de psychiatrie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychiatrie, c'est une science inexacte, vraiment inexacte. Et du côté francophone, anglophone, on n'a pas nécessairement la même opinion ou la même perception des choses. Donc, j'ai tout simplement voulu regarder les faits comme tels, voir ce à quoi j'assistais, qui était la même chose que j'avais lu dans le dossier, puis me dire... Non, ça pour moi, il y a anguille sous roche, puis ça mérite à tout le moins d'être investigué ailleurs. Parce que comme je vous dis, il y a différentes écoles de psychiatrie. Ouais. Si le psychiatre, pour X raisons, ne semble pas voir certaines choses, bien, je pense qu'on est en droit de remettre ça en question, puis de se dire, bien écoutez, on va demander une deuxième opinion, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est juste le gros bon sens. C'est le gros bon sens. J'ai eu l'occasion même de discuter avec un membre de la famille cette journée-là. Ouais. Qui ne reconnaissait plus la jeune en question, que ça faisait quelques mois que ça avait changé, son comportement, et qu'elle était méconnaissable. Donc là, je me suis dit, OK, là, je pense que j'ai assez d'éléments là, pour conclure que ça mérite d'être investigué plus. Mais il faut se mettre à la place d'un parent, par exemple, qui se fait dire par un spécialiste que sa fille est manipulatrice, puis que c'est ça qui résulte de son évaluation. Surtout quand ça vient d'un spécialiste, d'un hôpital très crédible. OK, est-ce que la majorité des parents vont avoir tendance à vouloir remettre ça en question? Peut-être qu'à un moment donné, quand tu vois ta fille dans cet état-là, tu fais certaines démarches, puis je suis certain qu'il y en a qui le font. Puis ça a été le cas d'ailleurs là, dans cette situation-là, mais quand même, c'est un peu, là, moi je suis un peu désarçonné par ça, le fait de voir que c'est ça, c'est pris à la légère comme ça. Comment tu as réagi face à la décision de ton congédiement à la suite de ton action, puis ta prise de position par rapport à tout ça? Oui, bien, comment ça s'est fait? Ça s'est fait vraiment très rapidement, là. Moi, à l'occasion, j'allais à l'infirmerie du centre et tout ça pour amener médicaments et bandages dans certaines unités. Puis là, les infirmières de l'endroit m'ont parlé de ce cas-là et tout ça. Et je leur ai dit ma façon de penser quant à ça. Puis ils m'ont suggéré d'en parler à un psychologue qui la suivait au protocole anti-suicide, qui appelait ça, parce qu'elle se faisait des tentatives de strangulation à répétition. Bien, voyons donc. Et qu'elle se cognait souvent la tête. Donc, elle avait une jaquette anti-suicide qu'elle devait porter en permanence. Et donc là, elles m'ont fortement suggéré de le contacter. Ce que j'ai fait. Et là, il était très sur la défensive quand je lui ai parlé. Il a dit, vous savez, M. Garreau, faut pas trop entrer en croisade contre le personnel médical, tout ça, je vous suggère pas. Je suis d'accord avec vous qu'elle a besoin de soins psychiatriques ailleurs que dans nos services, OK? Mais j'apprécierais que notre discussion demeure confidentielle. J'ai dit, parfait, pas de problème, je ferai mes démarches de mon côté, pas de problème. Je raccroche 15 minutes plus tard, j'ai un appel de la chef de service, parce que moi, entre-temps, j'avais contacté la chef pour lui mentionner mes inquiétudes. Ouais. Et elle m'avait répondu « Ah, non. » Elle riait quasiment. Elle dit « Non, elle a été évaluée. Il n'y a vraiment pas de problème. » Puis là, j'avais insisté. Elle dit « Ah, je vais te rencontrer plus tard dans la semaine. » Fait que là, j'ai ma discussion avec le psychologue. Là. Ouais. Et là, je raccroche avec le psychologue. Il me dit de ne pas trop faire de vagues. Et là, je raccroche avec lui. 15 minutes plus tard, je recevais un appel de la chef me disant « J'ai eu vent de ta conversation avec le psychologue. » Donc, si je comprends bien, la confidentialité qu'il me demandait, il ne l'a pas respectée de son côté, puis il est allé bavasser à la chef, qui ensuite était vraiment irritée, m'a dit « Ah, écoute, là, oui, regarde, je t'ai dit que j'allais te convoquer, là, qu'on allait se rencontrer, là, tu me laisseras t'appeler, puis je veux plus que tu appelles personne. » Très irrité. On se rencontre à la fin de la semaine. Je la rencontre et ce matin-là, elle m'annonce qu'elle va être en compagnie de la superviseure du personnel occasionnel qui est là, évidemment. Et là, ils me disent, on est quand même un peu inquiet de ce que tu nous dis, on aimerait ça t'entendre là, par rapport à tes inquiétudes, on trouve ça important. Au début, c'est présenté comme ça. Ouais. Puis là, je leur parle, je leur remercie de m'accorder cette rencontre-là. En fait, c'est juste une technique pour pouvoir faire en sorte que les armes descendent, puis qu'après ça, pour mieux te ramasser par la suite. Exactement. Fait que là, elles m'ont demandé, parfait, les comportements t'inquiètent, qu'est-ce que tu crois que c'est et tout ça?
Ben, j'ai dit, écoutez, on est entre vous et moi, mais visiblement, c'est pas resté entre eux et moi, que je soupçonnais certains symptômes d'une maladie mentale. Maladie mentale, j'ai décrit le nom de la maladie mentale que je soupçonnais. Au moment où j'ai mentionné le nom, elles ont baissé les yeux, elles ont pris des notes, puis tout de suite après ça, elles m'ont dit, écoute, je pense que tu as besoin d'un peu de recul face à la situation. On va t'envoyer une semaine à la maison pour que tu puisses réfléchir. En solde? Non, avec solde. Ah, avec solde. Okay. Pour une semaine. Mais je savais très bien ce qui m'attendait par la suite. Là. Ouais. Je suis pas né de la dernière pluie non plus. Fait que, c'est ça. Donc, il m'envoie là, puis je lui dis OK, puis je reviens quand? On va t'appeler. Fait que, évidemment, on sait ce qui s'ensuit. Et là, une semaine plus tard, je suis convoqué, je suis là avec la chef et un autre homme que je n'avais jamais vu, qui faisait partie de la discussion. Ouais. Puis ils m'ont annoncé mon congédiement. Moi, entre-temps, j'avais contacté mon syndicat pour savoir quels étaient mes recours. Comme ça faisait 6 mois que j'étais à l'endroit et que je travaillais quand même à temps partiel, j'étais encore en période de probation. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il n'y avait aucun recours contre moi. C'est le centre qui avait le gros bout du bâton et qu'il ne pouvait rien faire pour moi, c'est-à-dire dans cette situation-là. Wow. Aussi simple que ça. Martine, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais te laisser... Bon, tu sais, quand on vous dit, là, puis je suis venue plein de fois à l'émission, quand on a des bons intervenants, quand on a des intervenants qui ont les yeux ouverts, qui travaillent avec nous, on les met à la porte, ils disparaissent, puis on les voit plus, puis on sait jamais, bien, c'est... Ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. On le vit à la semaine longue, nous. Puis le problème, c'est que souvent, le médecin aussi peut rendre un diagnostic parce que la personne qui lui nomme, c'est souvent comme quand on va à la cour, la travailleur sociale ou quelqu'un, fait que la personne, elle va dire non, c'est pas si pire, il fait pas ça. Mais si on aurait assis Pierre-Marc avec le psychiatre, puis Pierre-Marc, il aurait dit OK, elle se cogne la tête, elle se met les doigts dans le nez, tu sais, tout ce qu'elle fait, elle s'étrangle. Le psychiatre, il va dire OK, c'est pas la même chose qu'on m'a raconté. Tu sais, mais dans nos dossiers, c'est toujours le mensonge, le vomi verbal des intervenantes qu'ils mettent la vie de ces enfants-là en danger. Oui. Puis aussitôt qu'un intervenant essaie, puis je te le dis, on le voit, aussitôt qu'un intervenant essaie de dire « Hey, Mme Janson, on la revoit plus. Ouais. » Parce qu'elle a juste osé nommer ce qu'elle voyait. Tout doit être caché à la DPJ. Tout est caché. Puis ils se tiennent, ils ont la petite gang, puis celle qui est bonne, puis qui veut vraiment aider, elle disparaît. Moi, je le dis à ces personnes-là, allez au privé. Vous allez beaucoup plus aider, vous allez apporter de l'aide. Puis justement, si on peut vous engager avant que vous arriviez à que la personne soit placée, mais même quand elle est placée ou la famille est là, ils deviennent les témoins à la cour. Au lieu d'être la TS qui compte des menteries, c'est un psychoéducateur ou moins intervenante qui va arriver à la cour, puis on nomme les vrais faits, tu sais. Parce qu'en même temps, ils peuvent y aller à la psychiatrie, là. C'est incroyable. Ça a été quoi, Pierre-Marc, tes démarches légales ou professionnelles que tu as entrepris depuis ton licenciement? Est-ce que tu en as entrepris? As-tu l'intention d'en entreprendre? J'ai demandé quelques opinions. On m'expliquait que, comme j'étais en probation, il n'y avait pas nécessairement de possibilité de déposer des griefs quelconques. J'ai voulu m'informer un peu ailleurs. On me disait « Ah, t'es mieux de lâcher le morceau », etc. Mais ça passait pas, là. Je me suis rejoué cette situation-là, de nombreuses fois après cette situation-là. Puis c'est des choses qu'on ne peut pas digérer. Puis le nombre de messages que j'ai eus suite aux vidéos qu'on a présentées un peu plus tôt, d'anciens intervenants qui ont délaissé la profession parce qu'ils ont été témoins d'une situation similaire, d'abus de pouvoir, de situations comme ça. Puis, écoutez, vous avez abordé la pénurie de main-d'œuvre un peu plus tôt là, dans l'émission. Si on licencie ou on décourage des gens qui ont du cœur de faire cette profession-là. Puis qui sont rationnels, puis qui ont un sens critique, puis qui sont capables de remettre en question des choses. Exactement. Si on les licencie, vous allez en avoir une pénurie de main-d'œuvre. Puis je croyais à tort que les gens qui allaient en intervention et tout ça étaient des gens plus empathiques que la moyenne des gens. Mais il y a toutes sortes de motivations. Quand on étudie un peu la psychologie, qui font en sorte
qui explique pourquoi certaines personnes vont dans ces domaines-là, puis pourquoi certaines personnes se ferment autant les yeux. Rapidement, là, il y a des gens qui ont vécu eux-mêmes des abus de pouvoir quand ils étaient jeunes, OK? Puis ils rentrent là-dedans pour pouvoir en faire... Qui rentrent là-dedans pour être en position de pouvoir à leur tour. Tout ça, ça peut se faire de façon inconsciente aussi, là, pour en faire à leur tour, puis ça va les soulager quand ils vont voir des jeunes souffrir un peu comme eux l'ont fait, malheureusement. Mais oui. Fait qu'il y en a beaucoup là, qui vont se plaire là-dedans, puis ça leur donne une motivation de rester dans le domaine. Ce que les gens sensibles et empathiques vont, à un moment donné, vont préférer fuir, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, alors que ceux qui veulent encore se soulager vont y rester beaucoup plus longtemps. Tu as raison. Quel impact cet incident-là, Pierre-Marc, a eu sur la jeune personne concernée? Est-ce que tu as eu des nouvelles? Puis est-ce qu'il y a eu une réévaluation de son diagnostic ou de son traitement? Bon, quelques temps après mon congédiement, j'ai su qu'il y avait eu une petite réévaluation. Ouais. Je ne veux pas entrer trop dans les détails pour le respect de la famille. Je veux vraiment faire ça proprement. C'est ça. Bon, j'avais su ça entre les branches. Ça m'a un peu calmé, mais les nouvelles seraient que ce n'est toujours pas sous contrôle. Puis, du point de vue où je me place, j'ai l'impression qu'ils sont carrément en train de lui voler son adolescence à cette jeune-là. Ouais. Une période où est-ce que tu te découvres, que tu apprends à te connaître, que tu apprends tout ça. Là. Elle va prendre du retard là-dessus. Puis ça, on n'est même pas sûr qu'elle va être prise en charge à sa majorité comme il faut. Fait que je pense que c'est ça. Là. Je me devais de partager cette histoire-là. Là. Absolument. Parce que je suis convaincu qu'elle n'est pas la seule dans cette situation-là. C'est sûr que non. Selon toi, Martine, toi, tu baignes dans ce milieu-là là, à tous les jours. C'est ton quotidien, c'est ta réalité. Tu fais face à plein de situations. Ça l'envoie quoi comme message de cette organisation-là, le congédiement à Pierre-Marc? Envers tous les autres collègues, la haute direction. Ce que ça montre, c'est qu'ils ont toute autorité, tout pouvoir, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Là. C'est tout ce qu'ils font. Là. Mais moi, j'espère qu'il y a beaucoup d'intervenants qui entendent. Je pense que les intervenants qui voient, puis qu'ils devraient tous se lever comme Pierre-Marc, qu'on se mette tous ensemble, puis qu'on le dise que c'est assez. Cette jeune-là, là, elle a le droit à une expertise psychologique. T'sais, moi, je peux tout leur montrer. Tu sais, il peut devenir le témoin du parent à la cour, mais si personne ne l'amène à la cour, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé. Le juge ne le sait pas. Moi, je pense que tous les intervenants, là, il y en a beaucoup qui veulent dénoncer, mais ils ont peur. La menace, la DPJ, moi, je les ai entendus, les menaces. J'en ai vu des menaces, là. À quel point qu'ils disent qu'ils peuvent détruire la vie des gens. Mais la réalité, c'est qu'on connaît les lois, on connaît les choses. Fait que, tu sais, s'ils peuvent nous contacter, on se met ensemble. Les choses doivent être dénoncées. Parce que c'est pas juste le pouvoir, c'est que cette pauvre petite fille-là, là, si elle aurait la bonne médication, si elle aurait... c'est parce qu'une journée, on va se virer puis elle va s'être mis une corde au cou. Là. Puis après ça, tout le monde va encore fermer, ça va passer incognito parce qu'il y en a des jeunes qui se suicident dans les centres. Là. Il y a des jeunes comme ça qui sont pas soignés, qu'après ça, on pourra mettre en liberté puis qui pourra causer des dommages parce que personne les a aidés. Des jeunes souffrants intérieurs qui avaient juste besoin qu'on soit à l'écoute, qu'on leur donne les bons outils qui vont sortir de là puis qui peuvent devenir des membres de gangs de rue ou qui peuvent partir dans la mauvaise direction parce que personne les a aidés. Oui, c'est sûr. Ces jeunes-là sont ensemble pour être aidés, pas pour être traités puis me faire... non. Une chance, j'ai pas été témoin de ça. J'ai pas le caractère pour ça. Martine, à part de sollicitude, est-ce que tu as senti la sollicitude de tes collègues de travail, même après 6 mois, on est là, on passe grande partie de notre vie au travail. Est-ce que tu as senti cette sollicitude-là? Est-ce que tu as eu des collègues qui t'ont appelé après ton congédiement? Puis si c'était à refaire, tu le referais-tu? Ou tu dénonces pas? Quelques-uns m'ont donné certaines nouvelles avec qui je m'étais lié d'amitié sur place, des éducateurs que je trouvais, et éducatrices qui avaient énormément de bon sens. Si c'était à refaire, je le referais à 100%. Ouais. C'est en moi. On était pratiquement dans la non-assistance à une personne en détresse, là. Dans mon livre à moi. Là. Ça n'avait aucun sens de laisser une jeune dans cet état-là. Mais non, c'est ça. Puis je le referais n'importe quand. Je le referais demain matin.
Ouais. C'est parce qu'il y en a qui ont vraiment le cœur, tu sais, qui vont dans ces métiers-là. Tu sais, comme tu regardes, il y a des policiers qui ils veulent devenir policiers, puis il y en a d'autres, comme tu dis, qui le font par abus de pouvoir parce qu'ils pensent qu'ils ont le contrôle. Mais à la DPJ, c'est la même chose, là. Tu prends une petite fille de 20 ans, là, qui n'a pas d'expérience, tu lui donnes tout pouvoir, tu penses qu'elle fait quoi? Elle va le prendre, puis c'est, tu sais, comme tu disais, c'est inconscient, c'est si, mais elle se pense supérieure, puis mais la réalité, là, c'est que c'est pas ça. Reviens à la base. Pourquoi tu voulais faire ce métier-là ou pourquoi tu... Il y en a qui ont le cœur pour de vrai, mais je te le dis, même s'ils essayent, on les voit essayer de dire des fois des petites phrases comme ça, là, les regards font ça, là. Puis, non, mais c'était pas ça, je voulais dire. Hey, la semaine passée, je suis dans un dossier, une psychoéducatrice qui vient, qui fait des visites à la maison. Elle nomme, elle dit, wow, tout est parfait, tout est correct, tout va bien, c'est merveilleux. Elle dit, même moi, je donnerais plus de visites. On reçoit le rapport de DPJ, c'est tout le contrat qui est écrit. Puis, elle nous dit, je suis désolée, c'est pas moi. Moi, c'est pas ça que j'ai mis dans mon rapport. Fait que même si la psychoéducatrice, elle a fait un beau rapport, la DPJ l'a changé par en arrière. Imagine. Fait que c'est grave, là. Mais fait qu'on a des TS qui, dans le fond, ils sont là juste comme parure parce qu'il y a toujours elle qui va prendre la décision, puis c'est elle qui prend la décision. Puis le pire, c'est qu'on les connaît déjà, ces têtes-là. Moi, je travaille avec les clients, je dis « Oh my God, OK. » Je connais la suite des choses. Fait que c'est pas normal parce que c'est pas le même enfant. Comment ça que je connais la suite des choses? Je sais déjà ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire, puis je préviens d'avance. Puis les autres disent, comment ça, tu le sais ça? Parce que c'est comme ça dans tous ces dossiers. Ça prend quoi pour que ça arrête? C'est que les intervenants se lèvent. Parce que là, il y a des femmes qui sont, qui se sont levées pour la violence conjugale. Commence à oser en parler aux nouvelles, hein? Là, ils n'osaient pas, tout le monde, on était tous fous. Là, tout ce qu'on nous, on a nommé depuis longtemps, ils nomment tout d'un coup. Mais si les intervenants, ils se lèvent tous ensemble, parce que c'est facile de nous faire passer, nous, pour des fous, mais quand ça vient de l'interne... C'est clair, on est ailleurs. Ils ont été témoins, là. Puis ils travaillent pour la DPJ, là. Tu sais, ce que nous autres, ils disent, oh non, on est extérieur, pourtant, 25 ans d'expérience, mais eux, ils ont été témoins de ce qui se passe entre les murs que nous, moi, je travaille avec des jeunes, puis j'ai pas le droit d'aller les rencontrer ensemble. Ils veulent pas qu'on mette les pieds là. Ils veulent nous sortir puis nous tasser pour pas qu'on soit témoin de ce qui est témoin. C'est ça. Ben, la seule façon de changer, c'est que les intervenants, ils nous contactent. Et on vous mettra pas à TV, on fera pas ça, là. Et ça, ceux qui veulent venir, qui veulent dénoncer, ils le feront, mais les autres, c'est juste de monter des dossiers anonymes qu'on va pouvoir tout mettre ensemble, puis c'est des preuves tangibles, parce qu'on a quand même des noms d'enfants, on a des noms de parents. On peut demander aux parents de se joindre à nous, on peut pas, tu sais, on peut monter ça très gros, là. Un recours collectif. Oui, puis à partir de là, arriver puis dire, OK, voilà ce qu'on fait, là. Ouais. Quand tu frappes, ça va frapper pas mal plus fort, là. C'est sûr. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir, Pierre-Marc. Merci beaucoup, Martine, de l'introduction puis d'avoir été là pour commenter aussi. On voit que l'expérience sert à quelque chose aussi. Puis Pierre-Marc, merci pour ton courage. Merci. Pour ton courage. Ça Merci en prend plus des gens comme toi, je pense, justement, pour se lever pour ces enfants-là. Merci beaucoup. Vous savez, souvent on en fait mention, la mission de Théovox, on a une mission très particulière. Oui, on est là pour diffuser la vérité au cœur de l'actualité. La vérité étant, pas les fake news, mais étant la vérité de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Mais la vérité aussi étant, vous savez, on est une chaîne chrétienne, la vérité étant la Bible, Dieu, ce que Dieu en pense. La vérité, c'est Jésus au cœur de l'actualité. Proverbe 31, 8-9 va nous dire « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Matthieu 25, 40 va nous dire « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Dieu nous appelle à prendre soin de ceux qui sont sans défense, les gens les moins nantis, les gens qui ont de la difficulté, d'être une voix pour justement tous ces bébés qui se font avorter. Hein. Je veux attirer votre attention, la marche pour la vie, le 1er juin prochain devant l'Assemblée nationale. On vit malheureusement dans une société mortifère qui fait la promotion de la mort. Nous avons besoin d'avoir des gens qui vont se lever pour faire la promotion de la vie, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de défendre les gens qui sont en difficulté. On a besoin d'avoir des gens qui ont de la posture aujourd'hui.